Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans cet épisode de Tech Café, un épisode hors série basé sur l'histoire et notamment l'histoire de la tech en Europe à partir en gros des années 50. C'est la suite d'une première partie de ce même dossier qui est disponible dans le flux du podcast Tech Café. C'est l'épisode précédent, sauf erreur et sauf s'il y a eu un épisode complètement incroyable sur l'actualité chaude qui est sorti entre-temps. On a parlé dans l'épisode précédent de la Suède et de l'Est de l'Europe, et plus précisément même de la Russie, de l'URSS. Et dans cette deuxième partie, on va parler plus précisément de l'histoire de la tech en France à partir des années 50. C'est donc le second volet du dossier qui a été préparé par Guillaume Poggiaspala, qu'on vous met à disposition. Je pense que c'est un chouette contenu qu'on met à votre disposition si jamais vous partagez cet avis. Rendez-vous sur patreon.com/techcafé pour envisager un soutien, comme vous le savez maintenant, à partir de quelques euros par mois pour la durée qui vous paraît la plus juste, et vous profitez en échange des épisodes du podcast sans la pub, avec un flux privé rien qu'à vous. Vous pouvez également discuter entre vous et avec nous sur le serveur Discord, techcafé.fr/Discord, et réagir sur techcafé.fr. N'oubliez pas aussi, bien entendu, de déposer vos avis sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Alors pour info, bien entendu, c'est la même thématique historique qui est abordée dans ce second volet de ce dossier. Alors, vous pouvez tout à fait écouter ce second volet sans avoir écouté le premier, même si évidemment je ne peux que vous recommander d'aller vous renseigner sur ce qui s'est passé en Suède et en Russie pour mieux comprendre, peut-être un petit peu mieux, ce qui s'est passé en France. Je vous laisse tout de suite avec la seconde partie de ce dossier de votre épisode Histoire de Tech Café. Bon épisode. Et on va revenir plus proche de chez nous, Guillaume, parce que quand on parle d'Europe, il faut quand même qu'on s'intéresse un petit peu à ce qui s'est passé de nos côtés, dans notre province française. Guillaume, d'où on peut faire remonter l'histoire de l'informatique française pour que ce soit à peu près pertinent par rapport au dossier que tu avais préparé? Écoute, c'est vrai, hein, j'ai parlé de l'Angleterre, on parle de l'Europe continentale, de la Suède, de l'Ukraine. Est-ce qu'un jour, je vais finir par parler de la France, bon sang? Mais qu'est-ce qui se passe? Et oui, on peut pas vraiment considérer que la France était une nation vraiment pionnière de l'informatique, hein. D'ailleurs, les travaux de Turing et sa machine ont été largement ignorés, hein, ici même, jusqu'aux années 50. Je rappelle que le travail de Turing remonte à 1936. D'une manière générale, d'ailleurs, la logique en tant que domaine de recherche en France n'était pas très répandue. Le calcul scientifique, c'était une sous-partie pas très noble des mathématiques appliquées. Et la France, de l'après-guerre, en tout cas, c'était le pays des mathématiques pures. Donc d'un côté, on avait quand même une véritable excellence théorique, hein, qui permettait parfois d'ailleurs de résoudre des problèmes de manière très élégante, avec très peu de calcul. Et puis, on utilise aussi des machines, des aides analogiques. Donc voilà, un peu d'astuce, d'espièglerie, voilà. Mais du coup, on passe aussi à côté de l'histoire, quelque part, parce qu'on ne se rendait pas trop compte du besoin d'un calculateur polyvalent. Contrairement aux États-Unis ou en Angleterre, la recherche en France n'a pas profité de la guerre. La recherche pour les ordinateurs, hein, n'a pas profité de la guerre. Les besoins qu'elle a engendrés a poussé à des rapprochements et à des budgets conséquents comme ça, qui ont abouti à la construction de grosses machines de calcul dans les autres pays. Ça s'est pas vraiment passé ici. Et en fait, il y a eu... C'était pas de la défiance, c'était plus, comme on le décrivait juste avant, peut-être parfois pour la Russie, pour les premières autorités russes, mais c'est plutôt un désintérêt plus qu'une vraie défiance par rapport à la technologie, si je comprends bien. En partie. On était un peu à côté, en fait, tout simplement. Alors Ok. attention, il s'est pas du tout rien passé, d'ailleurs. Oui, On oui, va en oui. parler longuement, là, de tout ce Il qui y a s'est passé. suffisamment à dire quand même. Bien sûr, mais le truc, si tu veux, c'est que dans la période vraiment pionnière de guerre après guerre, en fait, on était un peu à côté. Voilà. Ok. Idéologiquement, on n'avait pas des masses de besoins. Idéologiquement, on était plutôt porté sur les maths. On avait une vision plutôt des maths pures. On avait... Voilà. Après, il s'est pas... Donc, ce que ça a donné, c'est particulièrement vrai pour les machines publiques. Les machines des universités, les machines qui sont, comme on a vu, les machines qui ont été créées par les grandes universités américaines ou anglaises. Mais en fait, dans les années 50, il y a eu beaucoup de machines qui étaient issues d'entreprises privées, et en particulier de la Société de Machines Bull, par exemple, et de SEA, la Société d'électronique et d'automatisme. Et en fait, c'est rien que ça aurait pu faire que ça se passe vraiment autrement, que la France aurait pu d'ailleurs conserver un secteur, l'a conservé longtemps, un secteur informatique, elle aurait pu le conserver encore,
Et même au niveau académique, ça aurait pu se passer autrement, parce qu'en fait, à la fin des années 40, il y a eu des tentatives d'ordinateurs universitaires, d'ordinateurs made in France national, quoi, on va dire, et parce qu'il y avait ce qu'on appelle la machine de Couffignal. Alors, on va revenir sur la machine de Excuse-moi, Couffignal. à la fin des années 40, ça veut dire quoi? Ça veut dire après-guerre quand même. Oui, après-guerre, oui, bien sûr. Ouais, après-guerre, Fin ok. des années, fin 40, oui, fin 40. Bon, on va revenir Ok. en détail Ok. dessus. Hein. Les machines de calcul et la logique étaient donc pas très à la mode dans les années 30-40 en France. Mais il y avait bien quelqu'un qui s'y intéressait de près, c'était Louis Couffignal. Donc Louis Couffignal, il était prof au lycée en Bretagne, il était féru de logique. Et après son agrégation, il va soutenir une thèse sur l'application des machines à calculer à la mécanique céleste. Et ça, c'était en 1938. À cette époque, c'est sous-entendu que ces machines sont tout à fait mécaniques, hein, bien entendu. Alors sa carrière va partir assez fort puisqu'il va diriger le labo de calcul mécanique de l'Institut Blaise Pascal. Donc en 1945, il fait partie de la commission scientifique qui est chargée de récupérer des machines à calcul en Allemagne. Donc il va ramener 800 tonnes de matos. Et bon, en 1946, il va rencontrer Norbert Wiener qui est donc le père de la cybernétique, et il va aller aux États-Unis aussi. Et il va se rendre compte qu'il se passe quelque chose, quoi. Là-bas, il y a plein de machines de calcul, il y a ce qu'on rappelle que l'ENIAC est opérationnel depuis 1945. Hein. Donc, fort justement, hein, il se rend compte qu'il faut que la France se bouge pour rester dans la course, quoi. Donc le CNRS est tout à fait d'accord à l'époque, hein, et donc il investit Couffignal comme chef de projet pour une machine universelle de calcul qui nous ramènerait au niveau des États-Unis, mais sans copier ce qu'ils font. Donc Couffignal, de toute façon, n'est pas convaincu par l'architecture de von Neumann. Il veut limiter l'utilisation de la mémoire au maximum, et il veut insister sur le parallélisme. Donc en gros, il a une vision bien à lui de ce que devra être la machine, hein, et il va signer un contrat avec Logabax pour réaliser son projet de machine. Première grosse erreur d'ailleurs, hein, puisque la boîte va pas bien et qu'elle a absolument aucune expérience en électronique. Logabax est spécialisé dans les calculatrices mécaniques. Donc ça, à l'époque, ça pouvait paraître naturel, mais en réalité, elle connaît que dalle l'électronique et c'est quand même un petit problème. Logabax est pas, par ailleurs, hein, dans une forme financière olympique. Au lendemain de la guerre, ça va pas fort. Donc dans les années 50-60, elle va se convertir à l'électronique, hein, finalement, et elle deviendra un constructeur informatique qui sera d'ailleurs relativement connu dans les années 70-80. Alors certains se souviennent peut-être, hein, d'ordinateurs personnels Logabax. Dans ces années-là, il y avait le LX500, donc date de 78, qui était à base de Z80, et encore en 83, hein, Logabax faisait des stations de travail multiprocesseurs avec des 68000. Bon, cela dit, dès 83, ces PC sous DOS seront aussi commercialisés comme des modèles Olivetti. Hein, donc Olivetti va prendre 65% du capital de Logabax. Et les Italiens, de toute façon, vont absorber totalement Logabax en 85 ou 88. Bon, perso, j'ai aucun souvenir d'ailleurs des Olivetti, oui, mais de Logabax, je n'ai jamais vu. Ça doit être assez collector d'ailleurs. Bon, je les vois en photo, ça ressemble bien à de l'architecture de l'époque d'un point de vue extérieur. Ça paraît pas si ancien que ça, finalement. C'est marrant. Visuellement, hein, j'entends. Visuellement. Mais bon, revenons à nos moutons électriques, hein, oui. Bien sûr, c'est Logabax, c'est juste un aparté. Mais donc voilà, il va... à l'époque, il fait confiance au Couffignal à Logabax, c'est pas forcément déjà une bonne idée. Alors, cette Couffignal, elle se présente comment? Donc, la machine de Couffignal, elle est totalement électronique et binaire. Donc, elle était constituée d'éléments chiffreurs, donc des éléments chiffreurs, entre guillemets. Hein. C'était en gros des cylindres de condensateurs et de lampes qui traitaient chacun un bit. Alors, qui faisaient en fait une addition. Hein. Donc, il faisait addition, mise à zéro et inversion. Ces trucs, de manière indépendante. Donc, en fait, 8 chiffreurs enchaînés, ça faisait un registre de 7 bits plus le signe. Et l'avantage, c'est que comme c'était des lampes, en fait, ils affichaient automatiquement le contenu sur un panneau de lecture, puisque comme c'était des lampes, il suffisait que tu regardais, si c'était allumé, c'est qu'il y avait un bit dedans, quoi. Donc en gros, la RAM était constituée de 10 octets, enfin 8 bits plus 1 de signe. Le programme était lu par un tambour qui faisait défiler, alors non pas des cartes perforées, mais un film sur lequel étaient gravées des encoches. Donc c'était du binaire, hein, et un mot était codé sur 14 tops d'horloge. Ça faisait une lecture optique sur le film, donc ça passait comme une sorte de truc de cinéma, quoi. La machine utilisait pour sa mémoire des lampes au néon. C'était ambitieux, hein, les lampes au néon, hein. C'était novateur, et probablement pas très raisonnable. Donc ces lampes au néon, c'est des lampes à gaz. Alors les lampes à gaz, c'est des lampes, donc c'est comme les lampes au néon. Hein. Alors évidemment, aujourd'hui, je dis ça pour moi ça paraît évident, mais c'est vrai que les lampes au néon ont un peu disparu. Évidemment, on a eu les fluos, comme c'était les néons, les néons, c'était, vous vous souvenez quand même, je suppose, que des lampes au néon, donc c'est des lampes à gaz qui répondent à des voltages précis. Donc c'est des lampes qui s'allument, alors à l'époque ça s'allumait à 60 volts,
et ça s'éteint en dessous de 55 volts. Ce qui est bien cool, hein, en théorie, admettons que tu lui transmettes à 55 volts à continu, elle ne s'allume pas. Bon, ok, elle ne s'allume pas. À un moment, tu lui envoies une impulsion de 60 volts, elle s'allume, pouf, et après, tu restes à 55 volts. Donc, tu as 55, hop, une petite impulsion, le truc s'allume, mais du coup, elle reste allumée. Donc, elle mémorise quelque part l'impulsion que tu lui as stockée, donc que tu lui as envoyée. Donc, en fait, elle stocke un bit de données. Et donc, voilà, en gros, tu peux t'en servir comme mémoire, hein, et donc, tu es content. Pour effacer le bit, tu coupes le courant, hein, ou tu inverses le courant. Enfin, en gros, tu te débrouilles pour que tu sois en dessous du seuil et puis que elle s'éteigne, quoi. Donc, d'après un article de Science et Vie de 1953, la RAM de la machine de Couffignal était constituée de blocs de 4 lampes au néon qui codaient pour un chiffre décimal. Donc la machine utilisait en fait ce qu'on appellerait plus tard le BCD. Le BCD, c'est le Binary Coded Decimal, c'est-à-dire que c'est du décimal codé en binaire. Et le principe, il est super simple, hein, c'est que il faut au minimum 4 bits pour coder les chiffres de 0 à 9. Donc c'est pas du tout optimal, hein, puisque tu as 16 possibilités avec 4 bits en fait. Donc tu n'utilises que 10 sur 16, mais c'est pas forcément grave, et ça dépend des applications, et puis ça simplifie parfois la vie. Donc c'était très utilisé dans les afficheurs LCD, le BCD par exemple. Mais bon. Donc en théorie, c'est pas idiot d'utiliser des lampes comme ça, hein, d'utiliser des lampes à gaz comme ça comme mémoire, c'est pas idiot, mais en pratique, et à la fin des années 40, c'est une toute autre histoire. Parce que d'un point de vue d'ingénierie, c'était une très mauvaise idée en fait. Parce que ces lampes sont lentes, elles sont lentes à basculer d'un état à un autre, et puis elles étaient à l'époque rares, très chères, et pour finir, elles vieillissent assez vite. Et le problème de leur vieillissement, c'est pas juste qu'elles crament, c'est qu'elles vieillissent pas toutes de la même façon, et du coup leur comportement change de manière un petit peu aléatoire les unes par rapport aux autres. Ah, c'est pas très bon pour des calculs fiables, ça, effectivement. Et ça, c'est pas très très bon, non. Donc ces lampes, en fait, elles aimaient pas être utilisées longtemps en mode bloqué, comme ça. Donc elles ont été conçues pour servir de voyants, de façon à la base, hein. Donc c'est les niveaux auxquels basculaient les lampes changeaient un peu au hasard. Et bon, quand on a 2000, le projet final, il doit avoir 2000 lampes, tu peux facilement te retrouver avec des groupes qui basculent pas exactement au même niveau et qui donc fonctionnent plus ensemble, etc. Et donc du reste, les autres composants ont aussi posé des problèmes, hein. Les résistances, par exemple, n'étaient pas non plus assez stables. Donc la construction de la machine s'avéra donc extrêmement difficile, même pour une machine qui est finalement assez petite. Parce que si tu regardes les morceaux, enfin voilà, de ce qui a été construit, il y a 2 armoires, il y a puis le pupitre, il y a le pupitre avec le lecteur de programme, là, le truc dans lequel tu mets le film. Donc Couffignal a persisté dans cette voie pendant des années. Donc il a réussi à créer un proto, hein, avec 200 lampes. En 1951, la machine finale ne marche toujours pas correctement. Aïe. En 1952, Logabax dépose le bilan. Donc elle est renflouée par une société belge. Mais elle va lâcher l'affaire, par contre, hein, sur la Couffignal, hein, elle finira par reconnaître, elle finira par dire non, mais c'est bon, ça suffit. Et bon, Logabax va suivre son petit bonhomme de chemin, hein, dans les années 80, là, comme on en a parlé. Et donc, au-delà des problèmes pratiques et d'ingénierie, qui viennent peut-être aussi du fait que Louis n'est pas du tout un spécialiste, finalement, hein, de l'électronique. C'est un mathématicien. C'est un mathématicien, bon mathématicien, pur et dur. Mais bon, c'est pas vraiment un ingénieur en électronique, quoi. Et donc la machine, non seulement elle est discutable sur un plan d'ingénierie, mais elle est aussi discutable sur un plan conceptuel. En particulier, Couffignal minimisait l'importance de la mémoire. Parce que lui, il se disait, pas la peine d'avoir beaucoup de mémoire, on fait tout sur un petit truc, on optimise, etc. Et en particulier, il ne voyait pas l'intérêt d'un programme stocké en mémoire. Donc il n'était pas convaincu par l'architecture de Neumann, et il voulait faire à sa sauce, quoi. L'architecture de von Neumann, on le rappelle, c'est tout simplement l'architecture de base de tous les ordinateurs, c'est-à-dire qu'on a une mémoire unique, qui est séparée du processeur central, pour le coup, qui stocke à la fois les programmes et les données. Et bon, c'est un petit peu plus précis que ça en réalité, hein, c'est ce schéma qu'on oppose volontiers à l'architecture Harvard, où le programme et les données sont stockés dans des espaces séparés, et qui est d'ailleurs l'architecture du Harvard Mark I de 1944, hein, ça vient pas de nulle part. Et bon, on note aussi que la machine mise tout sur cette idée de chiffreur, et ces chiffreurs travaillent en parallèle. Donc ils travaillent en parallèle et rapidement, hein. Mais du coup, toutes ces entrées-sorties se faisaient à la main. Tu vois, il n'y avait pas de projet de périphérique de prévu à la base. Et en pratique, comment te dire, t'as souvent pas juste quelques nombres, tu vois, t'as des listes de nombres en entrée, t'as des listes de nombres en sortie. Bon, c'est quand même sympa de prévoir des périphériques d'entrée-sortie, quoi. Quand même. Donc la machine, elle est compacte aussi, c'est vrai, parce qu'elle ne comprend que très peu d'instructions. En fait, Couffignal, il a inventé le risque avant le risque, quelque part. Tu vois, il privilégie une machine minimaliste, conceptuellement élégante,
mais qui a programmé, oula, ça aurait été un calvaire, probablement, parce qu'il y avait très peu d'instructions, donc ça veut dire que pour programmer des trucs complexes, à l'usage, ça aurait été, à mon avis, très très compliqué, quoi. Donc on a l'impression que c'est un truc qui est conceptuellement sur le papier assez brillant, mais qui en pratique, et même d'ailleurs pour l'usage pratique, c'était pas si évident, et d'ailleurs l'usage, le confort d'usage semblait passer un peu au second plan. Bon, alors en soi, pourtant, l'idée de vouloir faire le plus de choses possible en parallèle, c'était intéressant. Et pour l'époque, c'était novateur d'ailleurs, hein. Mais bon, on est dans les années 40 et c'est peut-être pas le cœur du sujet, tu vois, de commencer par ça, quoi. Il fallait commencer peut-être par le début. Donc en 53, finalement, le projet est définitivement abandonné, hein, et c'est une véritable catastrophe industrielle. Le CNRS avait tout misé là-dessus, donc il avait misé beaucoup d'argent, et surtout, il s'est passé beaucoup de temps, et il n'y avait aucun plan B. Donc Couffignal, c'était un scientifique en vue, hein, respecté, il avait beaucoup parlé publiquement de sa machine universelle, donc la déception est immense, et le retard pris par la France est du coup conséquent, parce qu'en 53, le pays n'a aucun ordinateur national. Il n'y a aucune université qui a son ordinateur français, fait par les Français, etc. Alors que dans plein de pays, on l'a vu, hein, voilà, on a déjà développé plein de machines à travers le monde. Et Couffignal, du coup, voilà, c'était un gros coup. Il sera exclu du CNRS en 57 d'ailleurs. Ah, il s'est fait virer à cause de ça? Enfin, il s'est fait virer du. Oui, Ouais. oui, à cause de ça, Ah ouais, clairement. ok. Ah la vache. Est-ce qu'on peut dire quand même, malgré tout, qu'il a été à la tête du premier vrai ordinateur français, quand même, malgré tout, même si c'est pas abouti Oui et dans les non, faits, hein, conceptuellement oui, mais pas en pratique, puisque ça n'a jamais marché. Ouais, ok. Bon, Et pour alors il va couronner le falloir... tout, ça n'a pas été Oui. le seul échec de la recherche française en réalité, hein. Donc il y a Pierre-Éric Mounier-Coun, qui est historien de l'informatique française, qui fait état de 2 autres projets avortés. Celui de Maréchal en 48, celui de Druet en 51-53, ce dernier qui a été fait à l'ONERA. Et par ailleurs, il y a eu encore 2 autres projets obsolètes à leur terme, mais qui ont été complétés, mais qui étaient obsolètes et plus tard. Alors, par contre, j'ai trouvé aucune information sur ces machines. Sur Internet, c'est très difficile de trouver des informations sur ces 2 dernières machines, donc je ne peux pas vraiment dire grand-chose. Ce qui est sûr, c'est que l'effet de l'échec de la machine de Couffignal sera durable. Les premiers ordinateurs issus de la recherche française n'arriveront finalement qu'au début des années 60, et dans les labos d'électronique, et pas dans les labos de mathématiques. Donc il y aura par contre des ordinateurs français avant ça, mais ils seront issus d'entreprises privées, comme SEA et Bull, donc Bull qui est beaucoup plus connu sans doute, et d'ailleurs qui aura une bien plus longue longévité. Mais je pense que déjà on va parler de SEA, hein, qui est la moins connue des deux, probablement, cette société. Alors allons-y, abordons SEA, qui a l'air d'être là pour le coup à la tête du premier vrai ordinateur français. On va voir si c'est le cas. Alors, SEA, donc ça veut dire Société d'électronique et d'automatisme, hein. Ça a été fondé en 48 par un mec qui s'appelait François-Henri Raymond, qui est ingénieur électricien. Et en fait, il était expert en radar. Il va travailler d'ailleurs chez Sadir Carpentier, une boîte d'électronique, qui va l'envoyer rencontrer, entre autres, Howard Aiken, aux États-Unis, le papa du Mark I. Et il a connaissance dès 47 des travaux de von Neumann sur l'EDVAC. Et donc, du coup, comme il voit ce que font les Américains, du coup, il va être convaincu par le potentiel des machines de calcul électroniques. Et c'est là qu'il va fonder SEA, parce que la boîte où il travaille, elle, par contre, elle est pas très chaude pour sauter le pas, hein. C'est pas trop son cœur de métier, puis oui, bon. Donc il va se barrer, il va fonder SEA. Alors SEA vendra son premier calculateur analogique en 49 au bureau des missiles de l'armée de l'air. Donc SEA se fera un petit pactole d'ailleurs en vendant des centaines de calculatrices analogiques, hein, donc ça se faisait encore beaucoup dans les années 40. Pendant des années d'ailleurs, ça faisait dans les années 40, même dans les années 50, hein, puisque l'OME P2 sera un gros carton en 1952. Alors, le principe des calculateurs, c'est d'utiliser, comme je disais, des équations qui gouvernent les composants, en fait, pour modéliser d'autres phénomènes, parce que les composants, finalement, les composants analogiques, en réalité, ils suivent des lois qui sont des lois différentielles, ils peuvent faire des intégrales et des dérivés, finalement, tu vois, certains. Bon, bref, on va pas rentrer dans les détails, mais en gros, on a des composants électroniques avec des valeurs très précises et connues, et on combine leur comportement pour avoir un système qui additionne, soustrait, dérive, intègre, des signaux. Donc on peut faire plein de choses comme ça, hein, mais cela dit, on peut simuler des équations différentielles linéaires, et c'est déjà très très utile. Donc le P2, l'OME P2 sera d'ailleurs beaucoup utilisé en aérodynamique, hein. La SNECMA utilisera des batteries de machines, hein, pour concevoir le Concorde. Donc le Concorde a été en partie conçu avec des machines analogiques comme ça. Et c'est en 1951 que SEA va commencer son projet de premier ordinateur qui s'appelait le CUBA. Alors CUBA, c'est calculatrice universelle binaire de l'armement, ou
si on en croit Philippe Dreyfus, calculatrice universelle binaire arithmétique. Alors, c'est Ok. marrant parce que la Wikipédia n'est pas d'accord avec ce que dit Dreyfus dans une Ok. conférence. Parce que Jean-Philippe Dreyfus donc dit dans une conférence en 76 que, en fait, c'est calculatrice binaire arithmétique. Donc, c'est marrant parce que voilà. On reparlera de Dreyfus ensuite, mais effectivement, voilà, les sources diffèrent finalement sur ce détail. Alors, comme son nom, un de ses noms l'indique, hein, le Cuba est commandé par l'armée. Alors, l'équivalent de l'actuel DGA d'ailleurs. Donc le développement de Cuba, ça a été une horreur. En tout cas, c'était pas une partie de plaisir. Ils sont partis ambitieux. Ils voulaient utiliser des tors magnétiques et ça venait à peine de sortir à l'époque. C'était totalement inconnu au pays de Charles Trenet, n'est-ce pas? Donc il a fallu finalement changer plusieurs fois son fusil d'épaule. Et bon, voilà. SEA va se fixer sur un tambour magnétique en réalité et limitera au maximum l'usage des lampes en leur préférant des diodes au germanium. Donc, bonne intuition. Donc, ça veut dire qu'ils commencent à utiliser des semi-conducteurs, les semi-conducteurs de l'époque. Hein. Les semi-conducteurs, à l'époque, c'est vraiment à leur tout début. Et au début, la fiabilité des composants, même des composants simples, comme des diodes, ça reste un sujet très délicat. Donc, le Cuba est entré en service en 56 ou en 58. Là encore, les sources diffèrent. Bon. Après un très long développement, ça sera un ordinateur binaire purement sériel. Donc, avec des nombres en 24 ou 48 bits. T'as un tambour qui stocke 32 000 mots, et les registres sont des lignes à retard. Donc on revient aux lignes à retard. Donc c'est analogue dans le principe aux mémoires à délai de mercure dont on a parlé. Hein. Donc la machine fait des additions et des multiplications, ça tourne à une fréquence de 100 kHz, c'est-à-dire 0,1 MHz. Et à chaque instruction, évidemment, ça prend plus d'un cycle à s'exécuter. Et une multiplication, ça prend facilement des dizaines de cycles. Donc voilà, on est dans des trucs de l'époque, vraiment. Alors, j'ai pas réussi à trouver d'estimation de la vitesse de calcul plus précise que ça du Cuba, mais s'il n'y a pas énormément de sources. Mais bon, on peut quand même se rendre compte que c'est pas foufou, quoi, au niveau de la vitesse, et que techniquement, face à la concurrence des machines IBM de la même période, on n'est pas en avance. En 54, on rappelle qu'on avait un IBM 704 qui alignait 12 000 opérations en virgule flottante par seconde. Donc je suis pas sûr que le Cuba ait supporté d'ailleurs en hard la virgule flottante, par exemple, je suis pas complètement sûr. Donc en 56, peut-être même avant, le Cuba, donc en 56 en fait, avant que le Cuba n'arrive avec son tambour magnétique, là, IBM sortait le 305 Ramac, qui était le premier ordinateur équipé d'un disque dur. Donc il avait le disque dur de l'époque. Je sais pas, vous voyez le disque dur de l'époque, qu'est-ce que c'est un disque dur à l'époque? Vous avez 50 disques magnétiques de 61 cm de diamètre. Ah, oula, oui d'accord, ok. Empilés comme ça, avec des têtes mobiles qui lisaient et qui écrivaient dessus, comme un disque moderne, entre guillemets, mais c'est gros comme un gros frigo, quand même. Ouais, le NAS qui prend un meuble entier, quoi. Oh, un NAS, ça prend une pièce entière avec le NAS. Carrément, ouais. Ça tourne à 6000 tours par minute et ça stockait 5 mégaoctets, vaillamment. Ah ouais, la vache. Quand même. Et bon, ces machines IBM ont toutes été vendues en grande série, mais le Cuba, non, le Cuba sera quand même utilisé. Il aura été utilisé jusqu'en 63, malgré donc des performances quand même assez modestes, on va dire. Alors Cuba, ce sera quand même un galop d'essai pour une série d'ordinateurs avec pas mal de succès, qui s'appelle la série des CAB. Alors CAB qui veut dire sans doute calculatrice arithmétique binaire, tout simplement. Donc le CAB 2000 sera produit à peu d'exemplaires. Ils seront livrés en 55. C'est un ordinateur à tube et à diode. Donc le CAB 2000, c'était essentiellement une Cuba améliorée. Dans l'ensemble, c'est des machines qu'on va trouver pour l'armée ou pour les grands industriels comme L'Oréal, etc. Donc les machines suivantes sont plus intéressantes. Alors déjà parce qu'elles sont produites en série, et puis parce qu'elles font un choix technologique original et très peu connu, c'est celui de faire des ordinateurs qui soient pas seulement électroniques, mais qui soient carrément électromagnétiques. C'est-à-dire que le magnétisme joue un rôle dans le fonctionnement de leur logique même. Donc en fait, c'est des ordinateurs magnétopunk. Oh, j'adore, excellent, très bien. Juste avant que tu nous détailles ça, est-ce que tu peux revenir sur les tors, comment tu disais juste avant, les tors magnétiques, c'est ça justement? Oui. Attends, c'était quoi? Oui, les tors magnétiques. J'ai du mal à comprendre, c'est quoi ça exactement? Alors, on en avait parlé dans le précédent. En fait, les tors magnétiques, c'est une manière de stocker l'information sous forme d'une aimantation. Donc, un tor magnétique, c'est une petite tor de ferrite, donc c'est un petit anneau de ferrite, mais qui est vraiment tout petit. Et cet anneau de ferrite, il va être aimanté avec ses pôles nord-sud dans un sens ou dans l'autre. Donc il va être aimanté en fonction du courant qu'on va faire passer dedans. Donc ce tor magnétique, on va faire passer des fils à l'intérieur, et avec ces fils, on va, selon le sens du courant, on va pouvoir basculer son aimantation, et c'est en fonction de sa aimantation qu'on va stocker les bits.
Et donc, pour faire une mémoire, Oui. ce qu'on fait, c'est qu'on va tisser donc une trame de ces petits anneaux. Donc, on va avoir des petits anneaux comme ça, avoir une matrice de petits anneaux, qui sont tout Ça me petits, revient. évidemment. Chacun fait un bit, et donc chacun, on fait passer 3 fils au minimum dans chacun. Et on va ensuite adresser comme ça ces petits tors, on va adresser l'aimantation de ces petits tors et lire l'aimantation de ces petits tors pour donc lire les données dans cette mémoire que tu vois à l'œil nu, hein, parce que les tors, ils sont beaux être petits, tu les vois très bien à l'œil nu. Et donc c'est comme ça qu'on va utiliser ces machins comme RAM dans les années 60, un peu 50, mais surtout 60 et 70. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est extrêmement stable, dans le sens où c'est des trucs qui seront utilisés pour les navettes spatiales, etc. Et en plus, c'est une mémoire qui est relativement rapide et qui est en plus non volatile. C'est-à-dire que quand tu coupes le courant, l'aimantation reste en fait. Et donc voilà, tu n'as pas besoin de trucs. Donc c'est une mémoire qui a eu ses fans, bien entendu, et évidemment qui a aussi un gros désavantage, c'est que chaque bit, il est macroscopique, hein, c'est un petit anneau. Et donc, évidemment, il y a quand même une limite, bien entendu, à la densité de mémoire que tu peux faire avec ces trucs-là. Et donc, à un moment donné, forcément, ça va être surclassé. Mais ça a été, pendant longtemps, une manière Sur le papier, de stocker la mémoire. ça paraît une super bonne idée, hein, effectivement. C'est une super bonne idée qui a eu son heure de gloire pendant plusieurs décennies. Bon, évidemment, ça a fini par changer. Voilà, on a détaillé ça dans le prochain, dans le précédent. Si vous voulez un petit peu plus de détails là-dessus, voilà, vous pouvez vous y reporter, mais bon, c'est globalement la manière dont ça fonctionne, quoi. L'épisode 2. Alors, on continue, du coup, on met de côté et on avance dans le temps, du coup. Oui, on va parler de Logimaq. On va parler de Logimaq parce que c'est marrant. SEA étudie dès le milieu des années 50, avec leur prototype Dorothée, le potentiel d'un composant qui pourrait avoir un avenir, hein, c'est le transistor. Alors, il faut bien se rendre compte ça pourrait avoir un avenir. C'est un petit truc qui a un potentiel. Alors, il faut se rendre compte qu'en 56, c'est pas évident, hein, parce que c'est des composants qui sont rares, qui sont chers, et qui ont une faible fiabilité. Et donc finalement, leur avantage, il n'est pas encore si évident que ça par rapport aux autres composants électroniques traditionnels à l'époque. Donc, finalement, SEA se dit, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Et il se penche sur la logique magnétique. Alors, la mémoire à tort, ça en est un exemple, hein, qui commence donc à émerger dans ces années-là. Hein. Donc on rappelle, voilà, une mémoire à tort magnétique, et ça s'appelle aussi core memory. Donc si vous voyez le truc, c'est... Donc effectivement, là, on utilise la polarisation magnétique donc pour stocker l'information comme pôle nord, pôle sud, quoi. Bon. Donc ces mémoires, on tisse des matrices d'anneaux, comme on a dit, avec des fils de contrôle. Dans la période pendant laquelle on cherche des remplaçants au tube à vide, mais où les semi-conducteurs ne sont pas encore complètement matures, il y a des recherches actives, et souvent confidentielles parce que militaires, sur des alternatives qui utilisent le magnétisme, là aussi pour la logique. Alors, SEA se lance là-dedans, et les Japonais aussi, d'ailleurs. Fujitsu fabriquera des machines magnétiques, comme les Facom 200-212. Les Américains prendront le HALWAC pour l'Air Force, et SEA va mettre au point donc des systèmes qui s'appelleront les Logimaq et les SINMAG. Alors Logimaq, comme logique magnétique, hein, tout simplement. Logimaq, ça utilise l'électromagnétisme pour créer des portes logiques magnétiques, en utilisant des phénomènes d'hystérésis et d'aimantation. Pour simplifier, le principe, c'est d'utiliser des bobines qu'on enroule autour d'un anneau en ferrite. Alors, imaginez une petite bobine, un électroaimant, donc on fait passer un anneau dedans, un anneau fait d'un matériau qui peut se magnétiser. Alors, si ça peut se magnétiser, justement, c'est que c'est constitué de plein de petits aimants microscopiques, qui sont en général orientés n'importe comment, c'est le total bordel, et donc du coup, leur aimantation s'annule les uns les autres. Donc au niveau macroscopique, c'est pas aimanté parce qu'ils s'annulent les uns les autres. Okay. Quand on fait passer du courant dans la bobine, ça va créer un champ magnétique. On les met tous en ordre de marche, dans le même sens. Exactement, ça va orienter tous les petits aimants de l'anneau dans une seule direction. Quand il y a assez de courant, quand on a un champ assez fort, on va réussir à collectivement orienter dans une direction tous les petits aimants dans une direction commune. Et donc, l'anneau en ferrite lui-même va devenir un gros aimant. Donc, tu commences à mettre le petit champ magnétique, commences à orienter comme ça, tu commences à orienter tous les petits aimants, et quand le champ est assez fort, boum, tu as une aimantation maximale de l'anneau, qui va donc devenir un gros aimant. Ça va, évidemment, cet aimant, ça va aussi produire un champ magnétique, et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a amplifié le champ magnétique, quelque part. Maintenant, disons que notre petite bobine, donc notre petite bobine est entourée on entoure un morceau de l'anneau à gauche, et on met plus bas une deuxième petite bobine à droite. On met donc deux petites bobines. Donc l'anneau passe à travers de cette deuxième petite bobine,
Et si le champ qu'il produit varie, ça va induire un courant dans la deuxième bobine. Donc en jouant sur le courant dans la bobine de gauche, on va moduler ce qui se passe dans la bobine de droite. D'accord. Le Logimag, il est conçu de manière à ce que ce dispositif se comporte comme un amplificateur. Si le courant qui polarise l'anneau est faible, la sortie sera faible, et s'il est fort, la sortie sera forte aussi. Donc en enchaînant les Logimag en entrée, donc en enchaînant des Logimag en entrée et un autre Logimag en sortie, on peut créer des portes ou, par exemple. Parce qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut sommer les courants. Parce que si au moins une des entrées est forte, alors ça va donner un courant assez fort pour avoir une sortie forte dans le dernier Logimag. Donc on peut aussi, en rajoutant des connexions, faire un ou exclusif avec des Logimag. Bref, okay. Ce sont des briques logiques qui sont purement magnétiques. Donc SEA va raffiner cette idée avec le SINMAG, qui utilise en fait 2 anneaux avec chacun 3 bobines. Donc le fonctionnement est nettement plus complexe. Chaque demi-SINMAG a des bobines en entrée, a des bobines d'entrée, de sortie et d'excitation, qui doit être parcouru par un courant alternatif. Le fonctionnement est essentiellement dynamique d'ailleurs, donc c'est vraiment beaucoup plus compliqué. On peut aussi fabriquer des portes OU, non OU avec des SINMAG, et c'est même encore beaucoup plus rapide qu'avec le Logimag à l'usage. Et en fait, le SINMAG est rapide, pour l'époque, et très fiable, parce que ça grille pas. Je veux dire, c'est un anneau en métal. Ça grille pas un anneau en métal, c'est aucun problème. Alors que les lampes, évidemment, ça crame, et puis les transistors à germanium aussi, ça peut... Voilà. Donc, c'était déjà une miniaturisation aussi, puisque les anneaux, en fait, tu pouvais les faire tout petits. Jusqu'à une certaine limite. J'ai l'impression qu'on va se retrouver heurté face aux limites précédentes, telles que tu nous expliquais sur les tors magnétiques. Exactement. C'est exactement ça, puisque comme ça repose sur des petits anneaux, les petits anneaux, tu les fais petits, tu miniaturises, tu fais un anneau plus petit, c'est super, tu as miniaturisé, mais évidemment, à un moment donné, tu peux plus miniaturiser les anneaux comme pour les mémoires magnétiques, ça faisait un gros souci, quoi. Donc, le truc, c'est que tu peux, à l'inverse, faire des anneaux plus gros pour gérer plus de puissance. Donc, finalement, c'est assez versatile, puisque tu peux gérer des micro-courants et des courants beaucoup plus forts, selon la taille aussi des composants que tu fais. Bon, le truc, c'est qu'évidemment, c'est quand même complexe à fabriquer, en grande série, parce qu'il faut toutes des micro-bobines de tous les côtés. Le fonctionnement, c'est pas complètement évident, parce que bon, les SINMAG, c'est un véritable tour de force d'ingénierie électrique, quand même. Donc, tout ça fera que dès que les semi-conducteurs deviendront plus mûrs, plus fiables, tout simplement, et moins chers, après, les composants magnétiques, ça va bien, quoi, tu vois, c'est un peu toujours pareil. On peut noter quand même que Google détient toujours les brevets pour les paramétrons. Alors, les paramétrons, c'est des composants purement magnétiques qui ont été inventés à Tokyo par Eiichi Goto en 1954. Donc, est-ce qu'on verra revenir ces idées dans le futur, sous une autre forme ? Je sais pas, sous forme quantique, par exemple, je sais pas, mais en tout cas, Google détient le brevet du paramétron. Bon, quoi qu'il en soit, SEA sera un des rares constructeurs d'ordinateurs dans le monde à fabriquer des machines électromagnétiques dans les années 50. Et sa première machine sera même doublement remarquable, puisque c'est le CAB 500 qui va sortir en 1961. CAB 500, c'est un petit peu le premier PC. Ah, alors allons-y, rentrons dans les détails. Alors, le CAB 500, il est remarquable par son utilisation donc, de la logique SINMAG, mais aussi, et même surtout, parce que c'est un ordinateur individuel. Il est extrêmement compact, il fait 2 mètres par 95 cm par 85 cm. Ah oui, c'est compact. Oui, ça fait moins de 2 mètres cubes. Faut pas déconner. C'est vrai. Ouais. Donc, c'est presque un PC de bureau. Et il pèse... c'est un PC de bureau qui pèse 650 kg. Mais quand même, finalement, c'est un petit peu le PC qui est le bureau, tu vois. C'est la même chose, en fait. Le bureau, le PC, c'est la même chose. Meuble et calculateur en même temps. C'est ça, il fait meuble. Donc l'appareil se présente d'ailleurs comme ça, comme un bureau avec un clavier sur la gauche et un lecteur de bande et un perforateur. Il y a des afficheurs au milieu, l'ensemble se branche directement aux 220 volts, donc on est vraiment dans du PC, quoi. C'est du plug and play, tu vois. C'est vraiment ça. CAB veut dire calculatrice arithmétique binaire. La machine est conçue pour être simple d'emploi, avec des noms de commandes intuitifs. La machine sait calculer d'emblée des sinus, des exponentielles, etc. Et d'ailleurs, certaines fonctions complexes font en fait appel à un microcode. Donc derrière, il y a un microcode. Donc tu appelles une fonction complexe, ça fait appel à un petit programme de fonction simple, donc une forme de microcode, quoi. La machine donc est un tambour magnétique. On peut stocker 16 000 valeurs de 10 chiffres décimaux. La machine est très fiable. Il n'y a pas de lampe, il n'y a pas de problème. De toute façon, en général, c'est presque un proverbe. Pas de lampe, pas de problème. Tu vois. C'est increvable, ok. C'est absolument increvable.
Il n'y a rien qui grille dans cette machine. Et la maintenance est réduite au minimum, donc c'est vrai que c'est quand même un super argument de vente pour l'époque. Et en fait, le CAP 500 utilise quand même quelques transistors et diodes au germanium, mais l'essentiel du boulot est quand même fait par les modules SINMAG. Donc, cerise sur le gâteau, la machine peut être programmée dans un langage de haut niveau qui s'appelle le PAF. Le PAF qui veut dire programmation automatique de formules. Donc le PAF, ça se présente comme une sorte de basique. Voilà. C'est vraiment c'est ça, c'est du basique, mais en français. Et c'est ça qui est très rigolo à voir. Les instructions, le code lui-même est en français, c'est ça? C'est exactement ça. Tu as les mots-clés, calculer, poser, aller en, imprimer. C'est mignon. C'est du basique français. C'est exactement ça. J'adore. Alors le Fortran existe déjà en 57, mais par contre le PAF devance le basique. Donc attention, quand je dis que c'est un basique français, c'est pour donner une image. Mais le PAF ne s'inspire pas du basique. Le PAF devance le basique. C'est un peu le premier langage pour débutants, on va dire, peut-être de l'histoire, je sais pas. Donc le CAP 500 est vendu comme une machine utilisable par des non-informaticiens. C'est vraiment un truc, par des gens qui veulent simplement faire des calculs, et qui peuvent passer quelques heures à essayer de comprendre comment le PAF fonctionne, et puis c'est bon. Donc le PAF pouvait être utilisé de manière interactive, d'ailleurs, sur un terminal imprimante. Il n'y a pas d'écran, c'est un terminal imprimante. Parce que, il n'y a pas d'écran, mais tout se fait sur papier, Donc tu écris, ça s'imprime, le truc imprime le résultat, etc. Ce que tu écris, tout est imprimé au fur et à mesure. Donc voilà, vous voulez des chiffres de performance, évidemment, pour ce PC de l'époque. Donc il calcule un sinus en 200 millisecondes. La résolution d'un système d'équation du premier degré à 10 inconnus en virgule flottante, ça demande 1 minute et demie. La résolution d'un système d'équation du premier degré pour 18 inconnus, ça demande de 7 à 10 minutes. Et l'inversion d'une matrice complète d'ordre 25, donc une matrice de 25 par 25, pour inverser ça demande 30 minutes. Donc, voilà, fallait quand même... par bien des aspects, le CAP 500 fait penser à une sorte de CPC de 650 kg, mais avec 25 ans d'avance. Et il aura un beau succès, donc il s'en vendra une bonne centaine, d'ailleurs jusqu'en Chine et au Japon. Et parallèlement au CAP 500, SEA va aussi commercialiser le CAP 300, qui est un petit peu le grand frère, on va dire, où il en produira que 4, pour le coup. Et c'est le dernier ordinateur à vocation scientifique, et vraiment purement scientifique, qui sera commercialisé par SEA. Et pourquoi? Parce qu'ils vont enchaîner sur quoi par la suite? En fait, ils vont s'orienter vers l'informatique de gestion. Ok. Ouais, en gros, informatique scientifique, c'est bien, tu vois, mais il y a aussi beaucoup de clients, il y a même beaucoup plus de clients probablement, qui ont des besoins un peu différents, et voilà, l'informatique de gestion, ça a des besoins un peu différents. Et après le CAP 500, SEA va s'orienter vers là, et elle va commencer des études pour un ordinateur à bande magnétique à la fin des années 50. Ce sera en collaboration avec le Crédit Lyonnais, qui cherchait une machine moins chère que celle d'IBM ou Bull d'ailleurs. Donc ils vont créer ce qu'ils appellent le CABAN, donc pour calculateur bancaire. Et la bande magnétique est introduite donc par Univac à l'époque, en 58. Et Univac utilise des bandes magnétiques en plastique, comme les cassettes de base, tout simplement. Donc il faut se souvenir, en fait, si vous voyez, mais dans les films, des fois vous avez des grosses armoires comme ça avec des bandes magnétiques qui se baladent, donc c'est comme des espèces de grandes bandes magnétiques qu'on utilisait dans les magnétophones à l'époque, où c'est des espèces d'énormes cassettes, tout simplement, sur lesquelles on écrivait donc de manière totalement séquentielle les données. Donc, alors il en découlera les CAB 3900B et 4000, qui sont des ordinateurs qui utilisent donc des espèces d'énormes cassettes, pour le stockage de masse. La mémoire centrale est à tore magnétique. Au début, les bandes sont destinées à contenir les données, et plus tard, elles contiendront les données et les programmes. Donc SEA va finir par abandonner le SIDMAG, c'est triste. Mais bon, comme tout le monde, ils vont passer au transistor, évidemment. Le CAB 3900, d'ailleurs, est cadencé à 2 MHz, donc il se transistorise petit à petit. Donc le CAB 3900, il est lancé en 59, il a un beau succès. La ligne, donc parce que c'est une ligne en fait, les 3900, les B, les 4000, ça se vend à presque une quarantaine d'exemplaires, ce qui est plutôt correct pour SEA, pour les chiffres que fait SEA, Donc voilà, le début des années 60, c'est aussi un tournant politique important pour SEA, puisqu'il va y avoir le rapprochement avec Bull, qui est en grande détresse financière, une période mitigée d'ailleurs pour l'entreprise. Il faudra ensuite, faut qu'on parle du plan calcul de De Gaulle évidemment, de cette volonté politique de concentration qui a peut-être contribué à tuer le secteur d'ailleurs en France. Mais avant ça, il faut parler un petit peu de la compagnie des machines Bull, parce que Bull, c'est l'autre grand acteur privé de cette ère pionnière de l'informatique. C'est vrai que je me rappelais pas tout à l'heure, les premières fois où tu as cité Bull, que c'était une entreprise française, pour être honnête. Mais complètement. Oh, il a on va parler en détail de l'histoire de Bull, parce que ça, c'est encore un roman,
Ah ouais, ouais, c'est complètement. Mais bon, voilà. En gros, bon, voilà. Donc, au fur et à mesure, tu vois, dans les années 50, l'informatique devient un sujet intellectuel aussi bien qu'industriel en France, hein. Mhm. Même si c'est un peu sur le tard quand même, hein. On voit clairement l'émergence d'un vif intérêt pour tout ça. Et il y a beaucoup de questionnements aussi à travers. Il y a beaucoup de questionnements intellectuels, si tu veux, qu'on voit aussi à travers la création et l'évolution de l'AFCAL. Et on peut y lire voilà, les débuts de l'informatique en tant que discipline aussi, en tant que science. Alors qu'au début, on considérait que c'était juste du calcul, c'était accessoire, tu vois, c'était une Ok. sorte de sous-produit des maths appliquées, et finalement, c'est devenu petit à petit une discipline, et voilà, la computer science à part entière, quoi. On va pas discuter très profondément de ça pour le coup, mais on peut quand même évoquer l'AFCAL rapidement. L'AFCAL, c'est caractéristique quand même. Alors, c'est vrai que voilà, on a commencé globalement à parler de cybernétique, de Turing, de Gödel et compagnie, hein, avec Jean Porte en 1956, avec Louis Nolin aussi, qui ont intégré l'Institut Blaise Pascal en 58. Et ils ont commencé à programmer, d'ailleurs, mais ils ont programmé sur un Elliott 402, tu vois, et sur un IBM 650. Donc sur des machines anglaises et américaines. Parce qu'à l'époque, voilà, on y revient, il n'y avait pas de machines universitaires en France à cette Ouais. époque. Donc, bon, alors malgré son échec, hein, il faut reconnaître à coup final le mérite d'avoir compris quand même l'importance des ordinateurs, avant la plupart de ses contemporains, hein, en particulier dans notre pays, clairement, hein. Donc il s'est vraiment investi dans ce domaine, un domaine qui était vraiment complètement balbutiant, quoi, hein. Il a promu des idées qui étaient vraiment novatrices, hein, comme le parallélisme, et même, si on lit plus ses écrits, dans même des prémices de l'intelligence artificielle, hein, mais bon, en fait, c'est vrai qu'il organise en 51 une conférence qui s'appelle Les machines à calculer et la pensée humaine, qui était un colloque international, et il était déjà dans cette idée de créer une machine, hein, qui pourrait tout faire, hein, qui serait universelle et qui suppléerait l'homme dans toutes sortes de tâches. Donc Louis était d'ailleurs peut-être un peu trop philosophe finalement et pas assez ingénieur. Voilà, comme on l'a vu, c'est peut-être ce qui a coincé, hein, finalement. Et bon, c'est en 1957, un petit peu plus tard, hein, qu'est fondée l'Association française de calcul, l'AFCAL, qui donc, voilà, on voulait créer une... Excuse-moi, il est décédé il y a pas très longtemps, Philippe Dreyfus. Je suis en train de regarder en même temps et Ah de oui, oui, tout à scanner. fait. Tout 2018, à fait, oui, oui. Ok. Absolument, absolument. Donc lui, voilà, l'AFCAL, voilà, c'est né d'une volonté de créer une communauté scientifique qui avait cet intérêt commun pour le calcul, des besoins Mhm. calculatoires, des besoins numériques. Et son origine, c'était l'analyse numérique, d'ailleurs, hein, c'était les mathématiques et l'analyse numérique. C'est que progressivement qu'elle est devenue une association d'informatique, en mutant finalement et en changeant de nom d'ailleurs et de profil une bonne vingtaine de fois. Alors, c'est vraiment... Bon, j'exagère un peu, mais bon, à peine. Et d'ailleurs, c'est Philippe Dreyfus, voilà, tu évoques Philippe Dreyfus, c'est Philippe Dreyfus et Robert Lattès qui vont introduire le mot informatique en 1962 à la réunion annuelle de l'AFCAL-TI, donc qui était le nom de l'association à cette année-là. Le TI, c'était pour traitement de l'information. C'était l'AFCAL, mais l'AFCAL est devenu l'AFCAL-TI. Donc les 1001 noms de cette association n'ont pas vraiment un intérêt dément, enfin même s'ils ils trahissent eux aussi à l'évolution de l'importance de l'informatique, hein, que ça va prendre dans le pays, et aussi ce questionnement permanent de savoir comment créer et ranger finalement cette nouvelle discipline, hein, dans quelles cases on la met ou quelles cases on va créer pour la mettre dedans, quoi. Donc aujourd'hui, voilà, l'informatique, c'est un domaine qui est bien arrêté, hein, et tout le monde est content, mais il y a eu beaucoup de batailles idéologiques en fait là-dessus, parce que on est en France après tout, et on adore ça, les batailles idéologiques, hein. Et bon voilà, puisqu'on y est, le mot ordinateur lui-même, hein, est un peu antérieur, puisqu'il date de 1955. Le mot existait avant, hein, mais son sens moderne a été proposé par Jacques Perret, en réponse à une requête d'IBM d'ailleurs, qui voulait trouver une meilleure traduction de computer. Parce que computer, la traduction littérale aurait été calculateur, mais IBM trouvait que c'était trop restrictif. Et donc, elle a demandé quel nom vous donneriez. Donc, Jacques Perret a dit ordinateur. Notre Philippe Il y a Dreyfus. d'ailleurs, Oui, il vas-y. y a d'ailleurs au sujet de ce terme-là, il y a une vidéo, il faudrait que je la retrouve de Linguisticae, qui est une chaîne YouTube qui parle, évidemment, comme son nom l'indique, de linguistique, et qui expliquait l'origine de ce mot, effectivement, tel que tu l'as décrit là. Et le fait qu'il y a une portée quelque part un peu religieuse dans ordinateur, comme ça. Et je trouvais ça assez intéressant de voir qu'il y avait ce parallèle. Mais je trouve le mot finalement en soi assez beau. Il a un côté un peu désuet maintenant, ordinateur, mais il est assez symptomatique. Je trouve ça chouette. Oui, le grand ordinateur. Oui, non, Ah oui. non, c'est vrai, effectivement. Ouais. Bon, enfin, en tout cas, notre Philippe Dreyfus national, c'est un personnage important aussi. Alors, pas tellement à cause du mot informatique, finalement, parce qu'il n'est pas allé le chercher très loin, parce que les Allemands disaient Ouais. informatique dès Ouais. 1957.
Ouais, Donc, on effectivement. peut pas non plus. Bon. Mais Philippe Dreyfus, il a été prof il était prof à l'université d'Harvard. Il a participé au boulot sur le Mark I et il devient directeur du calcul électronique chez Bull dans les années 50. Et alors, si vous voulez voir sa tête, c'est facile. J'ai lié dans les notes de l'émission une conférence qu'il a donnée en 76 et dans laquelle il revient sur sur l'histoire, voilà, comme je fais, mais mieux puisque lui il l'a vécu quelque part. Donc voilà l'histoire. Il revient sur Couffignal, il revient sur le Cuba bien sûr, bien entendu sur Bull aussi évidemment. Et Bull, c'est vrai que c'est un gros morceau forcément de l'informatique à la française, ça c'est clair. Et donc on va parler effectivement, parlons de Bull, n'est-ce pas? Allons-y, parlons de Bull, ce bon vieux taureau. Oui, alors la compagnie des machines Bull, c'est un truc qui va produire plusieurs machines assez précocement. Alors Bull, c'est une entreprise qui est ancienne, qui est fondée en 1931, et elle est dans les années 30 le principal concurrent d'IBM sur le marché des tabulatrices. Alors, si vous vous souvenez que IBM eux-mêmes, ils sont nés comme une boîte de tabulatrices. Les tabulatrices, c'était avant les ordinateurs. C'était en gros des machines mécaniques qui automatisaient certains processus de triage et de comptage et qui utilisaient des cartes perforées pour faire ça. C'est des machines spécialisées, complètement mécaniques, qu'on a beaucoup utilisées pour tout ce qui est recensement et ce genre de trucs, quoi. Gestion de bases de données, recensement, statistiques, etc. Bon, Bull sera opposé à IBM, d'ailleurs, dans un énorme procès sur le brevet de la carte perforée à 80 colonnes. Attention, c'est Ah, lourd. très bien. C'était des brevets de l'époque, quoi. C'est Enfin, ça, les conflits de l'époque. Ouais, c'est au intéressant. fil de l'époque. Et bon, Bull, en fait, c'est le nom d'un Norvégien qui s'appelait Fredrik Rosing Bull. Bull, je sais même pas comment dire en norvégien, mais bon. Donc, il travaillait chez des assureurs, le Fredrik. Et puis bon, il a déposé un brevet de trieuse à carte perforée, lui aussi. Et il va fabriquer des tabulatrices qui vont concurrencer celles d'IBM, et d'ailleurs très bien. Alors, l'histoire, par contre, elle est très complexe, il y a pas mal de rebondissements, mais tout ça se retrouve finalement en France, chez Georges Veillard, pardon, un homme d'affaires, et chez la famille Le Caliès, qui sont des papetiers, et qui fournissaient en bulles en cartes perforées, en réalité. Donc ils sont très pauvres, voilà, ils sont un petit peu... C'est assez rigolo de voir ça. Et bon, comme pour IBM, Bull fait la transition des tabulatrices aux machines automatiques électroniques en 1949, et le but, c'était d'évoluer à partir des calculatrices électromécaniques. Donc il faisait des trucs, il faisait le C3 par exemple, qui date de 40. Le C3, c'est une tabulatrice, mais sans imprimante. Donc il y avait juste une perforatrice pour le résultat. Ça automatisait des opérations arithmétiques de base déjà. Et c'est Bull qui va produire le premier ordinateur électronique fabriqué en France, qui s'appelle le Gamma 2. Et alors le Gamma 2, il date de 1951, c'est pas un ordinateur vraiment moderne, dans le sens où il stocke pas le programme en mémoire, donc on doit le recabler. Il avait une mémoire de 64 pas. Et donc le Gamma 2, de manière remarquable, il utilise assez peu de tubes. Il troque beaucoup de tubes contre des diodes semi-conducteurs, diodes au germanium à l'époque. Donc il sera commercialisé sous le nom de Gamma 3 d'ailleurs en 1952, et il aura un beau succès. Il s'en vendra 1200 en Europe. Pour l'époque, c'était un vrai record. Donc le Gamma 3 a eu plusieurs évolutions. Il y a eu le 3M, qui avait une unité câblée pour le calcul en virgule flottante, en décimale d'ailleurs, et pas en binaire, ce qui est assez rigolo. Et le ET, lui, ça va amener une mémoire externe à tambour qui permet donc de stocker le programme, et finalement qui va faire un petit peu sur le tard de cet ordinateur un véritable ordinateur, justement, tu vois, un truc avec programme stocké. Donc c'est cette version d'ailleurs qui a été utilisée pour faire de la musique. Et oui. Et c'était incontestablement une erreur d'ailleurs, parce qu'il y a un gars qui s'appelait Pierre Barbeau qui a tenté de se faire de la musique algorithmique. Et c'est tellement n'importe quoi que ça en est assez marrant. Pas plus de 20 secondes, après vous devenez fou. Mais bon, voilà, c'est un truc. Alors apparemment c'était un truc dans les années 60. Je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque il y avait Xenakis, tout ça. Enfin, tu te souviens. Moi, j'étais pas là. Je peux pas me souvenir. Moi, t'étais pas là, moi non plus, mais je veux dire, personnellement. effectivement, dans les années 60, il y avait eu un délire sur la musique mathématique et tout ça, avec Xenakis, machin. Musique moderne, truc, voilà. Bon, faut pas trop en parler, j'y connais que dalle, et d'ailleurs, je trouve ça assez moche, globalement. Mais bon, je vous encourage à écouter ce morceau de 52 secondes, donc c'est 32 trop, qui a été composé par un ordinateur de 1952 et qui s'appelle Factorial 7. Pour la culture, allez-y, écoutez Factorial 7. Oh, ok. Bon, après le Gamma 3, Bull va se lancer sur un véritable, on va dire, ordinateur à programme stocké qui s'appellera le Gamma 60. Et le boulot sur le 60, il a commencé, pas en 60, il a commencé en 58, mais c'est en 1960 que le premier sera vendu à EDF. Donc tu vois, c'est toujours, on vend des gros ordinateurs comme ça à des grosses entreprises qui ont des besoins particuliers. Et c'est une machine de conception intéressante parce que, comme on dit à l'époque, c'était une machine multitâche, entre guillemets. Alors, en fait, la machine était scindée en plusieurs unités spécialisées,
qui pouvaient fonctionner simultanément en parallèle. Donc on a une unité de calcul arithmétique, une unité logique, un comparateur, un modèle pour les opérations sur les adresses, et tout est orchestré par le distributeur de programme. Donc il y a aussi ce qu'ils appelaient un traducteur, qui donc traduisait les codes écrits sur des supports externes, cartes perforées, des bandes, voilà tout ça, en code machine. Donc la machine était, elle était déjà à base de transistors, pour la première fois chez Bull d'ailleurs. Donc il y avait une mémoire à tore de ferrite, encore une fois, un tore magnétique, et ça utilisait des mots de 24 bits. Alors d'ailleurs, il faut remarquer un truc, c'est qu'on parle rarement d'octets. Je parle jamais d'octets, je parle toujours de mots de 17, 9, 8, 24. Bon. On parle rarement d'octets parce que, en fait, chaque ordinateur, ou presque, choisit son codage à cette époque-là. Donc il y a du 7, du 32, du 24, du 48. Et d'ailleurs, le codage 24 bits avait un nom, ça s'appelait les catènes. Okay. Je pense que c'est tombé en désuétude, ça, la catène. Donc le Gamma 60 utilise des catènes pour le transfert des données, donc le bus interne, en fait. Il utilise 8 bits pour faire les calculs arithmétiques. Le tambour magnétique, donc qui est une mémoire plus lente que les tores magnétiques, faisait 25 000 catènes. Et les rubans magnétiques, qui étaient encore plus lents, faisaient 1 800 000 catènes. Et donc c'était à peu près 5,4 mégaoctets. Donc c'est marrant de voir ces unités comme ça qui ont été... Alors ça a été complètement ringardisé, bien sûr, mais bon. La RAM, qui était donc en tore, donc qui était non volatile pour le coup, ça utilisait des matrices carrées de tore de 20 cm de côté, donc voilà... Ça utilisait donc, on avait des matrices, des espèces de gros trucs, des gros trucs de tissu comme ça, on aurait dit du tissu, de 20 cm de côté, et puis on les empilait comme ça, et ça enregistrait 4096 catènes. Donc tu pouvais en empiler plein de ces tissages, et avoir autant de mémoire que tu voulais, ou que tu pouvais te payer, bien entendu. Donc la machine permet de lancer plusieurs programmes à la fois, qui utilisent les ressources indépendamment, quand elles deviennent disponibles. Donc le Gamma 60, il n'a pas de système d'exploitation. Il ne faut pas croire que vous avez Windows dessus, qui distribue les trucs. Non. Par contre, c'est le programmeur qui était tous fadé, mais il y avait un côté, multitâche, on va dire, en tout cas, avec un côté assez moderne, quoi. Il ne faut pas oublier non plus que de toute façon, la machine, elle tourne à 200 kHz. Donc on ne va pas s'enflammer, ça reste une machine d'époque. Donc le Gamma 60, il est évidemment beaucoup plus gros, beaucoup plus complexe et beaucoup plus cher que le Gamma 30. La mise en place d'une machine, alors il faut bien vous donner une idée, une machine comme le Gamma 60, il faut 25 personnes pour l'installer. J'adore. Quand tu nous donnes ces rapports de taille, de poids et d'encombrement, à chaque fois, ça prête à sourire. Mais bon, évidemment, il faut prendre le recul du temps qui a passé entre-temps. Mais 25 personnes, vache. Oui, et il faut 27 personnes pour la maintenance. À l'année. C'est génial. C'est un bel exemple de technologie qui crée de l'emploi, tu vois. Exactement. Ah bah si tous les ordinateurs étaient comme ça aujourd'hui, c'est vrai. Chômage zéro, Non mais c'est voilà, donc il faut vraiment avoir cette idée de l'échelle des trucs que c'était, quoi. Alors parmi les clients, il y aura le CEA par exemple, la Caisse d'épargne, il y aura la GMF ou AGVI qui est un assureur. Il y aura la RTT belge, donc les télécoms belges. Il se vendra une vingtaine de machines. On ne peut pas considérer que ce fut un succès commercial néanmoins, même s'ils vont rendre de loyaux services jusqu'en 1974 quand même. Alors financièrement, c'est pas un gros succès pour Bull non plus, qui espérait beaucoup mieux finalement, et qui a eu de toute façon une montagne de problèmes techniques à la mise au point. En plus, même si le Gamma 60, il n'est pas ridicule, il y a la concurrence. Enfin à ça, il y a l'IBM, il y a les IBM 401 qui remportent un franc succès en France. Et dès 1962, Bull ne fait pratiquement plus de bénéfices. Donc du coup, les dettes s'accumulent. Son action passe de 1380 francs à 150 en 3 ans, entre 1960 et 1963. Et Bull devient trop fragile pour être un fournisseur crédible, d'ailleurs pour les grandes administrations comme EDF. Ça commence à sentir le sapin, et c'est le début de la première affaire Bull. Alors allons-y, abordons tout de suite la première affaire Bull qui laisse sous-entendre que ce n'est pas la dernière. Exactement, bien vu. Bien vu. Et oui, la première affaire Bull, en gros, c'est ça. C'est alors, le ministre des Finances de l'époque s'en mêle tellement, parce que voilà, en gros, avec une action qui passe à 150 balles, voilà, la valeur de l'entreprise est divisée par 10 en 3 ans. Donc le ministre des Finances de Giscard, à l'époque, s'en mêle. Et donc, sans rentrer dans les détails, sa dette va être restructurée avec des capitaux de diverses banques et de General Electric. Donc l'État va pousser aussi fortement un rapprochement avec SEA. Alors, les machines SEA seront commercialisées par Bull, qui étoffe sa gamme du coup, et en échange, SEA peut utiliser une des usines de Bull pour fabriquer ses propres machines. Bon, c'est une alliance qui est un petit peu mitigée quand même. SEA bénéficie des moyens de production supplémentaires, donc ça c'est plutôt cool. Néanmoins, les entreprises n'ont pas du tout la même philosophie.
C'est très différent. Les commerciaux de chez Bull vendent pas super bien les Cap 500 parce qu'ils visent une clientèle scientifique qu'ils connaissent pas du tout. Donc c'est un peu le bordel. Bon, dans les années qui suivent, ça s'arrange pas pour Bull, qui continue à perdre énormément d'argent et qui finit plus ou moins absorbé par Honeywell. Alors Bull lui-même ne va jamais vraiment concevoir de successeur à Gamma 60 d'ailleurs, hein. Ses prochaines machines seront des modèles étrangers qu'il va fabriquer sous licence. Donc le Gamma 30 qui est en fait un RCA 301. Alors, RCA, c'est Radio Corporation of America, qui fabriquait des composants pour le vénérable ENIAC, et puis ils se sont mis à fabriquer leurs propres ordinateurs après, et qui ont produit quelques machines jusqu'à dans les années 70, où ils se sont fait reprendre par Sperry Rand, et leur division Univac. Mais bon, bref, Bull vendra quand même pas mal de Gamma 3, et aussi des machines General Electric, d'ailleurs. Alors ça suffira pas, néanmoins, pour les sauver d'une quasi-faillite. Et la reprise d'un fleuron de la technologie française par des grandes marques américaines s'est très mal passée. Vraiment, dans l'opinion publique, aussi bien que chez les politiques de l'époque, ça a fait un tollé, et en plus il y en a eu 2 coups sur coup en fait, puisqu'il a été repris en partie par General Electric, puis après par Honeywell. Donc ça a fait très très mauvais effet. Et bon, c'est ces affaires qui vont faire prendre conscience d'un sérieux risque de perte de souveraineté technologique au gouvernement de l'époque. Et en 1966, le général de Gaulle, n'est-ce pas, lance ce qu'il appelle le plan calcul. Le plan calcul. Rien à voir avec les reins. Non, pas de calcul Raynaud. C'est un calcul de Michel Debré, enfin c'est une idée de Michel Debré à l'origine, qui sera finalement approuvée par De Gaulle et Pompidou, pour reprendre la main sur le secteur informatique. Et donc il y a plusieurs composantes en fait. Alors attention, ça a l'air compliqué, et surtout, c'est la France, donc il va y avoir plein d'acronymes. J'adore. N'est-ce pas? Donc alors, il y a plusieurs composantes au plan calcul. D'une part, il y a la création de l'IRIA, qui deviendra l'INRIA, donc voilà, que tout le monde connaît, un laboratoire d'informatique national que tout le monde connaît, et du LETI. Le LETI, c'est le laboratoire d'électronique et de technologie de l'information qui fait partie du CEA. D'autre part, la création d'un complexe industriel composé d'une compagnie informatique qui s'appellera la C2I, Compagnie internationale pour l'informatique, et de la SPERAC pour les périphériques, et du SECOSEM pour les composants. Bordel, génial. Okay. N'est-ce pas? Non, mais c'est la France. Tout ça reçoit de larges subventions de l'État, dans les 1500 millions de francs entre 1967 et 1975. Et dans le détail, la C2I sera détenue par la CGE, donc c'est la Compagnie Générale d'Électricité, qui deviendra Alcatel, la Compagnie Générale de la Télégraphie Sans Fil, qui deviendra bien plus tard Thales, par la Schneider Electric, qui existe toujours, et par le groupe Riveau, qui est une banque en fait. Donc elle fut la banque du RPR d'ailleurs. Voilà. La Riveau fut la banque du RPR. C'est probablement l'anecdote la plus nulle de tout ce podcast, mais... Elle est là quand même. Déjà plus personne ne sait ce que c'est que le RPR, mais... Bref. Moi je sais. Ah oui, vous savez plus qu'elle est. Bref, en 66, la SEA est forcée de fusionner avec la C2I. Son PDG depuis l'origine, François-Henri Raymond, claque la porte, il ne peut plus. Il devient prof d'informatique, et d'ailleurs il va mourir en 2000, il sera probablement deg un bon moment que la boîte, malgré tout son travail et son inventivité, n'ait pas réussi vraiment à s'imposer commercialement. Enfin, j'espère pour lui qu'il n'est pas trop deg, le pauvre. Mais bon, en fait, l'idée, c'est de fusionner différentes boîtes et filiales du secteur pour créer une sorte de géant français. Donc il y a aussi eu la CAE, Compagnie européenne d'automatisme et d'électronique, et la SAE, donc, voilà, et la SAE et la CAE sont concurrentes. Donc du coup, on essaie de fusionner des gens qui se détestent. Parce que les directions se détestent, qui n'ont pas du tout la même stratégie. La SAE veut innover à fond, la CAE a une vision court-termiste, cherche la facilité et la rentabilité le plus rapidement possible. Et du coup, tout ça va pas tourner comme De Gaulle l'espérait. La C2I, qui reste une boîte privée quand même, va tout simplement vendre des machines américaines sous licence parce que c'est plus simple, c'est moins cher et c'est plus rentable. En l'occurrence, des ordinateurs conçus par SDS, SDS c'est Scientific Data Systems, donc une boîte fondée en 63 par des anciens de Packard Bell, et donc du coup, ils vont vendre un truc qui sera rebrandé Iris 50, mais qui en fait est un Sigma 7 de SDS. En plus, il va y avoir de gros soucis de politique interne. La C2I a plein de gros actionnaires qui sont pas toujours d'accord, parce qu'ils peuvent être par ailleurs concurrents entre eux aussi. Et donc en 67, par exemple, la CSF est absorbée et devient Thomson CSF, qui devient un concurrent dangereux pour la CGE, qui font partie du truc. En 67, le capital de la C2I est remanié tout en laissant Thomson CSF majoritaire, ce qui n'arrange rien du tout. Bon, enfin, tout ça, c'est dans les années 60, et en 70, il y a un coup de théâtre. Bull va être lâché par General Electric.
Alors, General Electric qui jette l'éponge sur les ordinateurs pour une raison très simple, et cette raison, elle s'appelle l'IBM 360. Donc on en avait déjà parlé un petit peu dans l'épisode précédent, mais en 64, IBM annonce une refonte totale de son catalogue autour de l'IBM 360 qui est un écosystème complet. Donc c'est une gamme d'ordinateurs, de périphériques compatibles entre eux, avec des logiciels, tout ça va avoir un succès colossal. IBM a fait un pari extrêmement risqué puisqu'il fait un investissement de 5 milliards de dollars à l'époque. C'est démesuré, totalement démesuré. Même à l'époque, c'est totalement démesuré. Mais ça lui donnera une position totalement dominante sur le marché des ordinateurs dans les années 60-70. Bon, General Electric lâche l'affaire, ce n'est pas le seul. Bon, alors, évidemment, donc si General Electric va lâcher Bull, l'État pense immédiatement à le reprendre. Et il pense immédiatement à le reprendre via la C2I, évidemment, qui a été créée un peu pour ça, pour créer un géant de l'informatique. Seulement, la C2I refuse. Et à la place, il milite pour une reprise par Honeywell. C'est pour ça que j'ai parlé d'Honeywell tout à l'heure. En fait, il demande une reprise par Honeywell pour devenir Honeywell Bull. Et en réalité, c'est ce qui va se passer. Donc voilà, je l'ai déjà parlé tout à l'heure. En fait, Bull va être reprendre par le géant Honeywell pour devenir finalement le numéro 2 après IBM de l'informatique. Il repasse, mais du coup, Bull repasse sous le nez de son pays natal, sous le nez finalement de la France. Donc Bull continuera d'avoir des aventures rocambolesques jusqu'à son rachat par Atos en 2014. Parce qu'en 75, c'est ça qui est fabuleux, c'est la C2I carrément qui va fusionner avec Honeywell Bull. Bon, c'est un bordel infernal. En 72, non mais vous le sentez, oui. C'est assez compliqué tout ça. En 72, la C2I devait présider à la formation d'Unidata, qui devait être une sorte d'Airbus de l'informatique, avec Siemens et Philips. Mais la CGE ne veut pas de Siemens, parce que c'est son concurrent dans le nucléaire, donc voilà, il veut pas. En fait, Unidata, c'est vraiment... c'est la première... comment dire, c'est une ambition de portée complètement européenne. C'est vraiment faire un Airbus de l'époque de l'informatique. C'est vraiment une grosse ambition. Et donc, ils veulent regrouper plein de gens. Mais encore une fois, c'est des gens qui se détestent. Donc bon. En 74, Pompidou meurt d'un cancer et Giscard lui succède. Et honnêtement, Giscard, il ne sait pas trop quoi faire de ce truc. Donc Unidata, ça devait être une grande union européenne de l'informatique électronique. Mais il y a une profonde division au sein de la classe politique et au sein de tous les actionnaires de la C2I sur le sujet. Bon voilà, les partisans d'une alliance d'États européens et d'autres, des libéraux qui sont plutôt partisans d'une fusion avec un autre groupe privé. Bon. Donc il y a des mois et des mois d'hésitation, il y a des batailles rangées dans les bureaux, il y a du lobbying intense au ministère. Enfin, on sent que c'est la France, c'est une cata, et finalement c'est l'option libérale qui gagne. Donc en partie pour des raisons idéologiques, puisque c'est le gouvernement Giscard, et donc le gouvernement Giscard, il est globalement pas partisan d'un renforcement de l'État. Et puis Honeywell Bull, c'est un des plus gros acteurs du secteur. Donc bon. Donc contre l'avis de Thomson et de pas mal de monde, la C2I va tout de même fusionner avec Honeywell Bull, finalement, qui est 3 fois plus gros qu'elle. De toute façon, Thomson et la CGE veulent se développer à l'international et ils veulent se virer, ils veulent se débarrasser, ils veulent arrêter le plan calcul, ils veulent se barrer, et se libérer finalement de toute influence étatique. Donc Unidata sera un échec. La fusion de Honeywell, la fusion de la C2I avec Honeywell, ça marque globalement la fin du plan calcul. Il y a un de ses artisans, Maurice Allègre, qui démissionne, la délégation à l'informatique disparaît. Donc l'aventure de la C2I devient celle d'Honeywell Bull, qui va continuer, et d'ailleurs avec une forte croissance même dans les années 80, et des gros soucis à partir de 89 d'ailleurs, mais c'est encore une autre histoire. Alors justement, on continue, on fait dérouler le fil encore un peu. Oui, alors bon, on va aussi parler un petit peu des composants parce que c'est intéressant. Vous vous demandez peut-être. Parlons de tech un peu aussi. Ouais. Oui, voilà, la C2I, ça a été un truc pas super réussi sur le plan des ordinateurs, mais qu'est-ce qu'on a fait des composants ? D'ailleurs, qu'est-ce qui est quid du coup de cette Sescosem ? Parce que jadis, on a fabriqué beaucoup de composants sur notre belle terre de France. Même les machines fabriquées sous licence américaine étaient francisées, c'est-à-dire qu'elles étaient constituées souvent de composants fabriqués ici. Texas Instruments, Philips, CSF, Radiotechnique et d'autres ont eu des usines sur le territoire, et donc il y avait une véritable industrie du composant en France. Donc on avait, et on a toujours, mais bon, à l'époque on avait déjà de très bons ingénieurs et de très bons physiciens. Le PDG de CSF, d'ailleurs, c'était un normalien. Et c'était une époque où tout commençait. La disponibilité, la fiabilité et les prix des composants étaient complètement aléatoires, et donc sécuriser une source fiable de bonnes pièces pour construire ces machines, c'était un avantage crucial.
le plan de calcul ne s'y trompe pas. Il prévoit une sorte d'intégration verticale, finalement, à l'échelle du pays. C'est, tu vois, c'est pas à l'échelle de la boîte, mais c'est à l'échelle du pays, quoi. Donc, c'est la vision d'Apple à l'échelle du pays de l'époque, quoi. C'est exactement ça. Le plan de calcul, finalement, c'était ça, c'était d'avoir tout, d'avoir des composants jusqu'aux machines, jusqu'aux périphériques et aux logiciels qui seraient produits en France par différents étages, quoi, quelque part. Alors, pendant un moment, le prix des composants européens ont été bien plus chers que les Américains, hein, et ça a pu handicaper, même Bull, par exemple, hein, qui a beaucoup investi en R&D et qui sponsorisait d'ailleurs la production locale de transistors. Au milieu des années 60, hein, les transistors en germanium qu'il utilisait, lui et d'autres, étaient produits par COSEM CSF et par Radiotechnique. Alors CSF avait une forte tradition sur la recherche, hein, et c'était le plus gros fournisseur de composants de France. Il faisait des tubes à vide, des tours de ferrite, des diodes, des transistors, etc. Des transistors au germanium, hein, pas seulement au silicium à l'époque. Et parce qu'en fait, à l'époque, le silicium était mal maîtrisé, puisqu'on est au début des années 60, on reviendra sur tout ça dans un autre épisode, parce que là, ça commence déjà à faire long. Mais on reviendra sur tout ça une autre fois. En tout cas, quand la COSEM a commencé les transistors au silicium, ils étaient peu fiables. Hein. CSF a persisté sur le germanium trop longtemps. Ils ont fini par se faire distancer. Et à l'époque, Texas Instruments était considéré comme un des meilleurs et des moins chers, avec des transistors et plus tard sur les circuits intégrés qui étaient vraiment très avantageux. Et du coup, finalement, c'est lui, Fairchild et Motorola qui ont fini par balayer la concurrence. Et en 1966, la France était le meilleur client de Motorola en Europe. La COSEM n'a pas non plus réussi. Hein. Sa production de transistors au silicium a toujours resté faible, finalement. La boîte fait 0 bénéfice en 66, elle fait moins de 3 millions de bénéfices en 67. Et donc, en ce qui concerne la CES-COSEM, qui est la fusion en fait de la CESCO et de la COSEM, oui, c'est un enfer de sigles et de fusion. Il y a une raison, on va y revenir d'ailleurs, une raison à tout ça. Et bon, il y a CSF aussi. Donc, il y a bien eu des recherches, hein, sur les circuits intégrés en France. On a produit des transistors, on a essayé de prendre le virage, hein, vraiment. En 68, la COSEM présente ses premiers modèles donc de circuits intégrés à la foire aux composants de Paris. Il y a eu une foire aux composants de Paris. Le souci, c'était que rapidement, Texas Instruments produit les mêmes circuits dans son usine de Villeneuve. Donc ça veut dire que Texas Instruments produisait en France des composants. C'est fou, quand tu transposes ça à 2023 et la situation industrielle telle qu'on la connaît, c'est assez incroyable. Carrément. Ouais. Texas Instruments donc, avait une usine à Villeneuve-Loubet. Incroyable. En 69 et en 71, ils vont baisser énormément leur prix et ils vont finir par étrangler toute la concurrence finalement. Donc début 70, hein, c'est Texas Instruments qui produit 90% des composants des ordinateurs de la C2I que va utiliser la C2I. Alors, pourquoi ça n'a pas marché finalement? Tu vois, c'est tout ça, c'est vrai. Toute cette espèce de gros bordel. Ça aurait pu, hein, ouais, à la limite. Bon. Alors, les soucis de la CES-COSEM, de la C2I et du plan de calcul, il y en a plein, ils sont multiples en fait. Hein. Déjà, on peut en général considérer la gestion générale de tout ça par les entreprises concernées, parce que, en gros, il faut savoir qu'elles bénéficiaient de larges subventions publiques pour les soutenir, pour financer leur R&D, et parfois pour les renflouer quand elles passaient dans le rouge. Donc il y a eu une sorte de consolidation autour de l'argent public. Alors, les principaux protagonistes industriels du plan, c'était CGE et Thomson CSF, en termes de poids économique. Hein. C'était CGE et Thomson CSF, les deux plus gros, quoi. Et bon, ils ont organisé toute une série de regroupements de leurs filiales spécialisées pour à la fois récolter plus de fric et bloquer les nouveaux entrants sur le marché, qui partaient trop petits. Alors il faut voir le bordel que c'est, parce que c'est une véritable salade de lettres. Vous avez une idée, mais en fait c'est encore pire que ce que vous croyez, c'est encore pire que ce que j'ai évoqué, puisqu'il y a la CGA et CSF qui ont donné la CAE et Analac, puis la CITEC, alors que la COSEM et la CESCO faisaient la CES-COSEM, Thomson qui a pris le contrôle de CSF qui a donné Sperac, et CITEC et SEA ont donné la C2I. LOL. Allez, bonne nuit. LOL. Génial. Mais je rigole même pas, hein, c'est un vrai délire comme ça. Ouais. En 68, déjà, il y a un rapport de la DGRST, donc la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technique, qui remarquait que les objectifs scientifiques et technologiques n'avaient pas été atteints et qu'à la place, le plan de calcul avait surtout consisté à des opérations de sauvetage de boîtes mal gérées. C'est écrit noir sur blanc. Hein. Donc de là à dire que ça aurait pu être plus efficace, ne serait-ce qu'en laissant faire la concurrence et en faisant rien, bon. Après, le fait est que l'effet de masse critique n'a pas été atteint. C'est-à-dire que les boîtes en question, comme CSF, n'avaient pas forcément l'habitude de produire en série, par exemple. Donc, parce que CSF travaillait souvent pour les militaires, pour des projets spécifiques. Et même pour les machines grand public, c'est pas gagné. On est à l'époque où on ne produit pas des micro-ordinateurs, tu vois, on ne produit pas des trucs grand public, donc ils vont s'écouler à des millions d'exemplaires. Pas du tout. On produit des machines de grande taille,
Même les mini, hein, même les mini-ordinateurs, c'est des machines qui sont grosses, qui sont donc des ordinateurs dont on vend au mieux quelques milliers d'exemplaires, tu vois, et encore. Donc la 16 Cosem, qui devait produire principalement pour la C2I, donc je rappelle, hein, tout ce bordel d'étagé pour avoir une intégration verticale à l'échelle du pays. Donc la 16 Cosem devait produire des composants pour la C2I qui devait produire des ordinateurs, mais la C2I n'a vendu que 246 systèmes, entre 67 et 70 par exemple. Et ça à une époque où le secteur du circuit intégré devient très compétitif, et donc où il faut investir beaucoup pour rester dans la course technologiquement parlant. Mais si on vend peu, on gagne peu, et donc on ne peut pas investir tant que ça. Est-ce que ça aurait pu se passer autrement? Qu'est-ce qui serait arrivé si le plan de calcul avait intégré Bull, par exemple? Ça aurait significativement augmenté la masse de l'ensemble. Est-ce qu'on aurait atteint la masse critique? Je ne sais pas. Il y avait de General Electric derrière, hein, quand même, hein, derrière Bull. Mais bon, on pourrait se dire, on n'aura pas pu intégrer Bull parce qu'il y avait justement General Electric derrière. Mais même Bull, même avec General Electric, c'était quand même essentiellement une boîte française. Il y avait des usines en France, des employés français, un PDG français. Et c'était pas irréversible. Mais après, la politique arrive. Parce que les proprios historiques de Bull, c'est la famille Caliès, qui était ouvertement anti-gaulliste. Bon, ça aide pas, tu vois. Donc il y a plein de trucs comme ça, plein de facteurs. On peut citer encore d'autres raisons, hein. Bon, évidemment, tout le monde se déteste là-dedans. Tout le monde se déteste et se tire dans les pattes en permanence. Tout le monde a une idée différente de ce qu'il faudrait faire. Bref, tout le monde part dans tous les sens en s'insultant au lieu d'avoir une stratégie cohérente. Je pense que ça peut jouer comme raison, tu vois. Mais voilà, c'est un petit peu on va dire que c'est un petit peu la conclusion, quoi, on va dire, de tout ça, c'est que bon, ça n'a pas marché, et pour pas mal de raisons qu'il n'est pas si difficile finalement d'identifier, quoi. Excellent. Pas d'ultime élément que tu voulais partager sur l'histoire de la tech française, Guillaume? Bah écoute, on pourrait dire que la France a eu un départ un peu laborieux dans l'informatique, mais les secteurs combinés des ordinateurs et des composants ont quand même été très actifs finalement et prolifiques. Hein. À une époque, hein, dans les années 60 et 70, on a compté en France une dizaine d'entreprises qui fabriquaient des ordinateurs, hein, dans cette époque-là. Et d'ailleurs, en 73, c'est la société R2E, qui a été rachetée par Bull, au passage, qui invente et brevette le Micral, qui est le premier micro-ordinateur de l'histoire. Bon, c'est encore une autre histoire, mais voilà, Alors, ce fameux Micral était construit avec des composants 100% américains, malheureusement. Hein. Est-ce qu'il était gagnant? Le Micral gagnant? Ben, malheureusement, pas tant que ça. Mais bon, et c'était quand même le premier, et voilà, et alors il avait dedans des composants Texas Instruments, mais c'était quand même une invention française, tu vois. Donc voilà, je pense qu'on peut clore, bon voilà, là je pense effectivement qu'on peut clore ce petit aperçu de l'historique en France pendant donc la période pionnière. Hein, si vous voulez en savoir plus, le spécialiste absolu en la matière, c'est Pierre-Éric Mounier-Kuhn, qui est historien au CNRS et qui a écrit plein d'articles là-dessus, dont un livre qui s'appelle L'informatique en France de la Seconde Guerre mondiale au plan calcul, l'émergence d'une science. Oui, je sais, c'est très long, mais c'est un universitaire. Et vous pouvez aussi retrouver divers essais en ligne de lui, en particulier, il a écrit sur le plan calcul dans la revue historique 591 de 1994, qui est dispo sur Gallica, c'est gratuit, c'est en français. Le lien est dans les notes de l'émission, faites-vous plaisir. Faut être motivé hein, quand même pour aller consulter ces ouvrages universitaires sur ce sujet-là. C'est vraiment si vous avez envie d'aller plus loin, parce que selon moi, vu d'un œil semi-extérieur, j'ai quand même l'impression que le dossier de Guillaume Poggiaspala vous permettra d'avoir vraiment un aperçu assez complet. C'est assez rigolo hein, de voir qu'une fois de plus, et c'est la conclusion que je me fais à chaque fois que tu fais des dossiers histoire de la tech, c'est que finalement, la situation qu'on connaît aujourd'hui, le panorama, l'équilibre des forces entre les pays sur le plan de la tech aurait pu être tout autre si jamais des choix avaient été faits différemment. Et parfois, ça tient à des hommes et des femmes, quoi. Donc, voilà, je redécouvre la roue parce que je sais que l'histoire est ponctuée de ces situations-là. Mais c'est vrai, une fois de plus, aussi dans le domaine de la tech. Et c'est ce qui rend le sujet aussi intéressant, évidemment. Merci infiniment, Guillaume. Il m'avait prévenu que c'était un gros supplément qu'on enregistrerait. Il ne s'est pas trompé. C'est 2 heures de contenu historique et technique que vous avez à votre disposition grâce à Guillaume. Alors, si vous trouvez que le travail a été fait et bien fait et qu'il vous apporte tout à la fois de l'information et du divertissement, n'hésitez pas à rétribuer ce travail sur patreon.com/techcafé. Vous aurez toutes les infos sur la manière de le faire. Et si vous faites un bout de chemin avec nous, même à durée limitée, ce sera toujours évidemment avec grand plaisir qu'on vous accueillera. En attendant aussi, on compte évidemment sur vous pour faire savoir à quel point ces contenus vous sont utiles et contribuent à ponctuer vos moments morts dans la journée. Je sais qu'il y en a qui
nous écoutent durant les transports ou en faisant des tâches ménagères, par exemple. Donc, faites-le savoir en laissant un avis sur Apple Podcast, sur Podcast Addict ou en suivant les différents points de contact sur techcafé.fr. Guillaume, j'ai presque envie quand même qu'on propose aux éditeurs de te contacter si jamais ils ont des questions. En plus, que ce soit sur l'histoire de la tech en Europe avec la Suède ou plus proche de la Russie, ou même sur l'histoire de la tech plus récente de ce dernier siècle en France. Guillaume, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Moi, je vais réécouter Factorial 7 et un petit peu de Xenakis avant de m'endormir. Hein. Non, je déconne, c'est horrible ces trucs, on ne comprend pas. Non, mais pour être plus sérieux, effectivement, il y a un petit peu de politique effectivement, dans ce que j'ai dit. Alors, je me suis basé sur les travaux de Pierre Mounier-Koun, hein, de toute façon. Là-dessus, c'est des choses qui sont relativement classiques et qui ont été bien documentées par lui. Si vous avez si vous avez d'autres infos, si vous avez vécu cette époque, si vous avez d'autres infos, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus. Et effectivement, les diverses opinions politiques que j'ai exprimées sont celles, ce sont les conclusions auxquelles il est arrivé en faisant ses études. Hein, donc, je pense que c'est assez fiable. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y aura probablement une suite, mais s'il y a suite, il y aura probablement une suite de ces épisodes historiques, on va probablement retourner aux États-Unis et effectivement, on va probablement parler des choses un petit peu plus, un petit peu plus connues, comme l'invention du transistor et ce genre de trucs. On va revenir là-dessus. N'hésitez pas à dire ce que vous souhaiteriez traiter aussi, et puis rendez-vous dans le 4e épisode de ce qui sera probablement une tétralogie. Magnifique. Ou une quinqualogie. C'est comme Star Wars, il y a un nouveau film qui sort et du coup la galaxie s'étend. Merci infiniment, et je sais effectivement que vous êtes nombreux et nombreux à faire vos petits retours dans le temps, que ce soit sur les dossiers autour de l'intelligence artificielle mise en pratique sur vos ordinateurs personnels ou les dossiers sur l'histoire de Guillaume Poggiaspala. Je sais à chaque fois qu'il y a des avis comme ça qui se distillent dans le temps et on en est ravis. N'hésitez pas à être réactif aussi au moment où vous écoutez cet épisode pour le faire savoir, pour qu'on continue à évaluer l'intérêt que vous portez à ce type d'épisode. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se retrouve normalement. J'ai un petit peu de décalage maintenant dans les délais et dans les publications des épisodes, mais normalement dans quelques jours pour un prochain épisode hebdomadaire de Tech Café. Et en attendant, merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.